Bienvenue dans cet atelier sur l'espace scolaire et la coopération. Je suis Stéphanie Viradoval, enseignante, accompagnatrice Cardi, et je pilote également le groupe de travail sur cette thématique des espaces scolaires et de la coopération. Et du coup, on va vous présenter dans cet atelier un certain nombre d'éléments issus de ce groupe de travail. Alors, je laisse Michael se présenter. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, Michael Fazio, je suis professeur de maths sciences en lycée professionnel et donc accompagnateur Cardi et dans le même groupe de travail que Stéphanie sur les espaces scolaires. Nous avons aussi Philippe de Tambel que je vais faire présenter aussi, puisque c'est notre facilitateur Cardi pour aujourd'hui. Bonjour, donc moi je suis facilitateur, je suis simplement là pour épauler mes collègues. Je ne savais que de soutien puisque mes deux collègues sont des émérites en niveau informatique. Donc je suis professeur et également accompagnateur Cardi. Voilà. Merci Philippe. Donc voilà, on arrive quand même à un groupe qui commence à être un petit peu nombreux, donc on va vous poser un certain nombre de règles pour pouvoir avoir une communication fluide tout au long de cette présentation. Alors il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas de micro qu'on voit au niveau de la liste des utilisateurs, donc n'hésitez pas à ce moment-là à poser vos questions, à réagir dans le chat. Philippe est là justement pour nous accompagner là-dessus et suivra le chat et interviendra s'il y a des éléments à nous transmettre à ce moment-là. Et puis bon, on a testé le micro pour un certain nombre de personnes qui avaient à disposition un micro. Donc, on va démarrer avec les micros fermés pour tout le monde. Si vous souhaitez intervenir et poser votre question à l'oral, on va vous demander de lever la main avant d'intervenir et on vous donnera la parole. Sinon, vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat. Et pour pouvoir lever la main, pour pouvoir faire des réactions par rapport à nos propos, vous pouvez utiliser les statuts qui sont disponibles en fait en cliquant sur votre nom au niveau de la liste des utilisateurs. Vous allez avoir le bandeau définir le statut qui va apparaître et vous pourrez choisir le statut approprié. Donc pour démarrer, je vais vous demander de lever le pouce pour dire favorable, pour montrer que vous avez tous trouvé où était le statut. Alors, tout le monde n'est pas complètement connecté, donc je vous rappelle, pour trouver le statut, vous cliquez sur votre nom, définir le statut, et vous choisissez l'icône correspondante. Alors, il manque encore 3-4 personnes. Après, si vous avez du mal à trouver l'icône de statut, n'hésitez pas à mettre un mot dans le chat. Alors, si vous avez déjà utilisé la classe virtuelle du CNED, sur le CNED, les statuts disparaissaient au bout d'un certain moment. Ici, ils ne disparaissent pas, donc il faudra penser, une fois que vous avez levé la main, à baisser la main et donc là, à enlever votre statut de pouce levé pour qu'on puisse après s'y retrouver dans les demandes d'intervention. Voilà, je vous remercie à tous. Alors la thématique des espaces scolaires et de la coopération, c'est un sujet qui est vraiment très vaste. Il a fallu faire des choix pour que cette présentation puisse tenir dans les 1h15 et pour que nous ayons aussi un petit peu d'échange. Donc en fait, on va vous présenter une synthèse des travaux du groupe de travail, puisqu'il y a eu formation au niveau des chefs d'établissement, il y a eu des accompagnements par la recherche et quelques conférences. Donc ce sont ces synthèses en fait qu'on va vous présenter et qui seront appuyées aussi de projets qu'on va vous montrer sur cette thématique. Et donc au travers de cet atelier, on va essayer de répondre, en tout cas de façon partielle, aux 3 questions que vous avez à l'écran et qui étaient sur la présentation de l'atelier.
Alors, vous venez d'horizons variés, donc pour qu'on puisse adapter le discours en fait au public qu'on a en face de nous, hein, puisque les projets, les interventions ne seront pas forcément les mêmes. On va vous demander de répondre à un sondage, voilà, pour savoir quelle est votre fonction. Donc, vous allez le voir apparaître à l'écran. Vous allez choisir sur la lettre qui correspond. Alors c'est assez étonnant parce que du coup c'est pas du tout le même public que nous avions hier. Alors tout le monde n'a pas tout à fait répondu. Est-ce que tout le monde a vu que les lettres étaient en bas à droite pour cliquer? Ok, donc je vais publier les résultats. D'accord, très bien pour la précision dans le chat, oui, forcément. Il y a des éléments auxquels je n'ai pas pensé. Donc voilà, au niveau du sondage, donc beaucoup d'enseignants du second degré et puis direction premier degré, donc un peu plus de premier degré que l'an dernier, que hier, pardon, l'an dernier. Et hier, nous avions beaucoup de direction du second degré et aujourd'hui, ce sont les enseignants qui prennent part à cet atelier. Ensuite, la raison pour laquelle vous êtes inscrit à cet atelier, hein, peut-être que vous avez déjà un projet qui est en cours sur cette thématique ou vous l'envisagez, vous cherchez des renseignements, même chose, hein, ça permettra d'approfondir éventuellement certains points plus que d'autres. Donc, je vous laisse répondre. Alors, je laisse encore quelques secondes. Donc voilà au niveau des résultats, hein, donc en grande majorité, ce sont des projets qui n'ont pas forcément démarré, mais on a quand même 3 personnes qui ont des projets en cours ou alors envisagés. Donc on pourra aborder ça par la suite. Et puis nous allons passer un petit peu de temps ensemble. Donc histoire d'être confortable, on va vous proposer de choisir le siège pour 7h15 que nous allons passer ensemble. Alors on sait bien que c'est important, même avec les élèves. Certains ont du mal à rester assis, ont besoin d'aller debout, certains ont besoin de bouger. Donc le choix du siège peut être important. Donc vous avez l'outil annotation qui a été mis à disposition. Vous cliquez sur la main, vous pouvez prendre le crayon. Et alors vous pouvez faire soit une croix, une coche, voilà, ou entourer, hein, ça va permettre de voir éventuellement ce que vous préférez comme siège pour cette présentation. Alors c'est difficile de savoir si tout le monde a pu présenter. Il y a eu beaucoup de choix, beaucoup de petits points sur le fameux ballon, hein, qu'on retrouvera à un moment dans la présentation. Des sièges confortables, ergonomiques. Et des sièges où on est un peu en hauteur. Hein. Et comme hier, personne ne veut plus de la chaise classique de salle de classe. Alors, si, il y avait eu un choix hier sur la salle de classe. Vous, racontez pas. Ah, c'était pas marqué d'à côté, d'accord. Oui, et personne pour le tronc d'arbre aussi, hein, peut-être pas très confortable, mais en extérieur, donc ça aurait pu être sympathique. En tout cas, je vous remercie pour votre participation et je vais laisser la parole à Michael pour la suite. Oui, donc je vais récupérer la main. Donc nous allons tout d'abord essayer de dégager une définition commune de ce qu'on appelle un espace scolaire. Alors pour cela, on va faire une autre petite forme de sondage avec une application externe, cette fois avec WooClap, que certains connaissent peut-être déjà. Donc pour l'utiliser, vous avez le choix de rester sur votre ordinateur avec le lien que je viens de déposer dans le chat, ou alors de vous munir de votre smartphone et toujours avec le lien ou en flashant le QR code d'accéder à cette application. Donc, on va vous laisser quelques secondes. Je vais basculer sur la fenêtre du sondage. On va vous laisser quelques secondes pour vous connecter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air quand vous êtes prêt sur votre statut.
Voilà, je vous laisse. Ou intervenir dans le chat si vous avez des difficultés. Hein. Voilà, donc vous retrouvez pour l'instant les mêmes informations. Donc il y a déjà pas mal de pouces levés. Alors j'ai un help aussi. Quel est le souci? Afida, vous voulez ouvrir votre micro puisque vous avez le micro si vous avez besoin d'aide? Alors, si vous n'avez pas de téléphone portable, c'est vrai que c'est plus facile avec un téléphone portable. Vous pouvez, comme l'a dit Philippe, cliquer sur le lien dans le chat. Ça va ouvrir un deuxième onglet dans le navigateur. Hein, et comme ça, alors il faudra peut-être basculer d'une fenêtre à une autre, mais vous pourrez répondre. Sinon, ce qu'on a fait hier pour ceux qui n'ont pas réussi à se connecter, ils mettaient les réponses dans le chat. Hein. Souvent, c'est des lettres ou des numéros. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à répondre dans le chat aux différentes questions. Voilà, je pense qu'on va peut-être pouvoir lancer la première question. Ouais. Alors, quels sont les différents espaces scolaires que l'on peut rencontrer dans un établissement scolaire? Donc là, vous avez normalement sur votre téléphone une fenêtre qui vient de s'afficher. Vous pouvez noter une réponse libre. Et vos réponses vont venir s'afficher sur l'écran. Voilà déjà une première réponse qui est arrivée. N'hésitez pas à signaler si vous rencontrez des soucis. Voilà, d'autres réponses. Voilà, le nuage de mots commence à prendre forme. Vous pouvez répondre plusieurs mots, effectivement, oui. Tu as bien fait de le préciser. Bien, et les mots qui sont les plus gros sont ceux qui reviennent le plus souvent. Alors bien sûr, il faut faire quelques petits rapprochements, salle, classe, salle de TP, classe, selon qu'on l'écrit au pluriel ou au singulier. Donc on voit quand même que c'est un mot assez important. La bibliothèque, qu'on va rapprocher du CDI, du 3C, hein, qui est cité également. Bon, il y a déjà quelques mots qu'on pourra noter avec classe flexible, ILO. Et puis après, des lieux peut-être plus confidentiels auxquels on ne pense pas toujours, hein, le hall, les couloirs et les zones extérieures, effectivement. Bien, je crois que là, le nuage commence à se stabiliser. Donc, merci pour tous vos retours et on va passer, décidément. Ok, allez, on va passer. Alors, la salle polyvalente aussi, j'aime bien effectivement qu'on oublie et on peut y faire beaucoup de choses. Et on va passer à la question suivante. Donc, merci pour ces réponses. Donc là, puisque certains projets étaient soit en cours, soit envisagés, soit peut-être à plus long terme après cette présentation, pour lesquels des lieux dont on a pu parler précédemment, est-ce que vous envisagez un aménagement? Et là encore, vous pouvez répondre. Là, ici, c'est un classique QCM. Donc là, on voit qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons un public d'enseignants du second degré, puisqu'il y a une grande prédominance à 2/3 pour l'aménagement de la salle de classe. Intéressant de voir que les espaces interstitiels, hein, donc tout ce qui est couloir, zones de passage, ne sont pas oubliés. Très bien, merci pour cette question. Et on va pouvoir arrêter le partage. Je pense que tout le monde a répondu. Alors, on va donc ici, suite à vos réponses, hein, pouvoir établir une définition de ce qu'on appelle un espace scolaire. Donc ici, on vous a noté une définition donnée par Mazzalto et Paltrinieri. Tous les lieux dédiés aux différentes formes d'apprentissage des savoirs, mais aussi de socialisation de celles et ceux qui les fréquentent. Donc c'est vrai qu'on pense souvent à la salle de classe, hein, quand on parle d'ensemble de lieux d'apprentissage, mais on va voir que dans les exemples des projets qui vont arriver dans cette présentation, on va aussi évoquer les couloirs, les CDI ou les 3C,
et les espaces auxquels on pense plus rarement, comme les couloirs, les zones comme le hall. Alors, on ne pourra pas tout aborder aujourd'hui. Effectivement, par exemple, le restaurant, c'est pas forcément quelque chose qu'on va évoquer, ni même quelque chose qui est aussi assez important dans un établissement scolaire comme les toilettes. Il a fallu faire des choix. Mais vous verrez à la fin de la présentation, c'est quelque chose, on vous donnera un lien vers des choses qui se font à ce niveau-là également. À toi, Stéphanie. Je te redonne la main. Hop, c'est bon, tu l'as pris. Ça y est, oui, je l'ai reprise, je l'ai récupérée. Alors, avant de continuer, ce que j'ai peut-être oublié de dire au début de la présentation, excusez-moi, c'est que vous pouviez télécharger le diaporama en fait directement à partir de la petite flèche qui est ici sur le petit segment. Comme ça, vous le récupérez tout de suite. Alors, il sera déposé aussi sur le site Cardi, mais comme ça, vous pouvez le récupérer dès maintenant, comme vous pourrez accéder aux différents liens qui seront à disposition dans le diaporama. Alors, pourquoi s'intéresser aux espaces scolaires? En fait, on a un certain nombre d'études, comme celle de Thibault Hébert en 2018-2019, qui montrent que tout ce qui est architecture scolaire va avoir une incidence sur le bien-être des élèves et du personnel d'ailleurs, au niveau des établissements. Donc, dans un premier lieu, la densité, ça va provoquer un sentiment d'entassement. On connaît ces couloirs trop petits où les élèves se bousculent au moment des intercours. Pour donner un exemple, ça va provoquer un sentiment d'insécurité au niveau des élèves et puis éventuellement des comportements de retrait et d'agressivité. Ça, c'est un premier élément qui, donc le fait d'avoir de l'espace va être plus synonyme de bien-être. Dans un deuxième temps, on a tout ce qui est bruit et lumière qui va pouvoir agir également sur le bien-être de tous. On sait maintenant aussi par pas mal d'études que le bruit peut générer du stress, que ça a des conséquences sur l'attention des élèves. Alors, il y a un certain nombre d'études qui disent que le bruit impacte sur les résultats scolaires. Ça, c'est Bronzaft et McCarthy en 1975. Qu'il y a des perturbations pour l'apprentissage de la lecture et de l'arithmétique. Ça a été démontré en 1981. On sait bien finalement que si on est dans un milieu bruyant, nous-mêmes, on va avoir du mal à faire attention à ce qui se dit et donc à pouvoir retenir, apprendre et on va laisser plus facilement les tâches difficiles si on n'est pas dans un milieu propice aux apprentissages. Alors, on parle même parfois d'effet établissement puisqu'il y a eu des études qui montrent qu'à public équivalent, suivant l'architecture, suivant l'établissement, ça pouvait avoir une incidence sur la réussite des élèves. Donc tous ces éléments vont pouvoir éventuellement être compensés par des aménagements d'espace. Donc un aménagement intérieur va permettre l'apprentissage et favoriser la socialisation. On y reviendra dans les exemples de projets. Et puis tout ce qui est aménagement d'espace extérieur, ça va aussi permettre de faciliter le sentiment d'appartenance et d'appropriation, se sentir bien dans son établissement. Du coup, on va plus facilement dire qu'on vient de tel ou tel établissement scolaire. Et donc tout ça va favoriser l'engagement des élèves et va favoriser forcément aussi leur réussite. Alors juste pour faire une petite étude de cas, vous avez des images d'établissements scolaires à l'écran, donc deux du même type qui sont dans la première colonne à gauche qui est intitulée A. Et puis un autre établissement, alors c'est le même établissement qu'on voit sur la photo du haut et bas à droite, intitulé B. Et la question que je vais vous poser maintenant, c'est en partant du principe qu'on regarde cette salle de classe-là, d'après vous, dans quel établissement est-ce que vous voyez ces élèves plutôt dans l'établissement A ou dans l'établissement B? Alors même chose, je vais lancer un sondage pour recueillir vos sentiments. Alors bon, c'est peut-être un petit peu caricatural, mais c'est vrai que voilà, ces élèves-là, on les imagine peut-être plus dans un établissement que dans un autre. Donc, on vous demande de choisir. Alors, il y a une grande majorité qui se dégage.
Alors voilà les réponses, hein, vous les voyez forcément en majorité dans ce type d'établissement-là. Si on faisait le comparatif, on verrait plutôt ces élèves-là dans ce type d'établissement. Alors en fait, les établissements qui sont là sont 2 établissements français. On appelle ces établissements des établissements type cours. En fait, les établissements français ont été conçus, ils restent sur le modèle d'une architecture du 19e siècle, même si l'extérieur peut changer. On a maintenant des établissements scolaires en normes HQE, mais ils restent sur ce même principe d'architecture type cours. Alors que l'établissement que vous voyez là, alors qui n'est pas français, hein, alors je vais retrouver à chaque fois le lieu, c'est Røstad au Danemark, qui est un établissement de type bloc. Et en fait, à l'intérieur de cet établissement, on a des espaces de socialisation. Vous voyez là, vous avez des espaces de circulation et qui vont favoriser l'autonomie des élèves bien davantage que dans nos espaces-là où finalement il y a parfois peu d'espace pour que les élèves puissent se retrouver et passer du temps autrement que dans les cours. Alors, pour aller un petit peu plus loin là-dessus, finalement, on s'aperçoit qu'il y a une mise en tension en fait sur 3 éléments. Donc, cette architecture de nos bâtiments français qui date du 19e siècle, qui ont été faits en fait suite à la massification de l'enseignement, hein, pour un enseignement qui était simultané, donc tous les élèves en même temps, donc des couloirs avec des suites de salles qui s'alignent. Mais on a des élèves maintenant qui sont du 21e siècle, hein, qui utilisent beaucoup les nouvelles technologies, qui zappent facilement d'une activité à une autre, qui ont aussi de nouvelles manières d'apprendre. Et au milieu de ces 2 temps-là, nous avons une pédagogie qui reste du XXe siècle, hein, en fait, où on a une pédagogie traditionnelle behavioriste ou socio-constructiviste, où on passe de l'une à l'autre, qui peut être parfois frontale et plutôt linéaire, mais qui peut aussi avoir du multimodal et avoir un apprentissage un peu plus global. Et donc, l'aménagement d'un espace scolaire, en fait, va permettre d'essayer de rectifier cette mise en tension pour essayer d'accorder finalement notre espace aussi aux élèves que l'on a actuellement. Alors tous ces espaces-là, forcément, le bâti, c'est quelque chose qui est sur du temps long, donc ça nous impose finalement beaucoup de choses et on dit que les espaces d'apprentissage sont prescripteurs de pédagogie. Et du coup, repenser ces espaces, ça peut nous permettre aussi de changer nos pratiques, d'innover certaines choses si on arrive à casser un petit peu les éléments qu'on avait avant, hein, pour pouvoir mettre par exemple du travail personnel et mettre l'élève en autonomie, mettre en place du tutorat, du travail en équipe, en groupe. Pas toujours évident de devoir déplacer des tables ou que les élèves trouvent un endroit dans l'établissement pour pouvoir travailler ensemble. On voit encore beaucoup d'élèves dans les couloirs. Alors, pour commencer les différents éléments de présentation, pour revenir sur les espaces scolaires que vous avez proposés au début. Alors, ils n'étaient pas tant cités que ça, mais la cour de récréation a quelque chose d'assez important. Oui, je te laisse la main pour le WooClap. On va partager l'écran quelques instants pour la question suivante. Voilà, donc vous êtes peut-être toujours sur WooClap sur votre téléphone. Hein. L'idée, c'est d'y rester pour l'instant. Enfin, je ne sais pas pourquoi ça clignote comme ça. J'ai un clignotement à l'écran, moi. Il y a que moi qui... Oui, nous aussi. Ça fait un peu boîte de nuit, là. Non, attends, j'arrête le partage. C'est stroboscopique. Oui, c'est ça. Je le relance. On a un sort avec cette question. Voilà, c'est ça. On va essayer, je l'ai retesté, logiquement ça fonctionnait. Voilà, donc une troisième question, pardon, sur donc peut-être recharger simplement la page sur votre téléphone si ça ne se relance pas. Pour ceux qui seraient déconnectés, vous avez toujours le lien dans le chat. Et donc là, vous avez 4 images qui apparaissent et on vous demande de choisir le public d'élèves que vous associez à chacune des zones qui sont délimités sur la cour. Voilà, donc là, il y a déjà une première réponse qui a été donnée. Donc, on va vous laisser quelques instants pour alimenter.
En fait, l'idée, c'est vraiment de voir quelle est la répartition des élèves dans une cour de récréation. Alors, est-ce que tout le monde a pu voir la photo sur son téléphone? On n'a qu'une réponse à l'écran. Alors non, c'est les réponses les plus fréquentes. Il y a 3 votes. Il y a une deuxième réponse qui vient d'apparaître. Alors, c'est qu'il faut faire un choix pour les 4 photos et ensuite penser à envoyer la réponse. C'est pour ça que ça demande un petit peu de temps, mais ça a l'air d'arriver. Toujours, n'hésitez pas à signaler si vous avez un souci dans le chat ou en prenant la parole. Alors pour revenir à ces espaces extérieurs, donc là pour l'instant on part sur la cour bétonnée, mais sur les 2 photos qu'on avait tout à l'heure des établissements français, la photo du dessous avait un espace vert, mais finalement c'était un espace vert qui était bloqué entre le bâtiment et une grille qui n'était pas accessible aux élèves. C'est vrai qu'on a parfois des espaces qui sont agréables mais interdits aux élèves. Donc on va voir aussi comment modifier éventuellement tout cela. Alors, on a 9 réponses sur 17 participants potentiels. Ah, merci Philippe de ta remarque. Oui, effectivement, nous, comme on l'a pas sur le téléphone, là. Il faut scroller. Je veux dire faire défiler l'écran, c'est ça? Oui, c'est ça. Il faut faire défiler l'écran, oui. Des gros mots. Pardon. Parle en français, Philippe. Oui, il faut faire un choix pour chacune des 4 photos, oui. Ça, c'est sûr aussi. Ok, bon, on arrive à 11 réponses sur 17, on va peut-être pouvoir... Après, si on regarde parmi les réponses qui ont été données, effectivement, on voit bien que les filles ont tendance à être en extérieur de cours. Beaucoup font des tours de cours. D'ailleurs, les garçons vont occuper le centre, faire des jeux de ballon et occuper beaucoup d'espace. Alors il y a 2 fois garçons, oui. Donc ça c'était pour la répartition filles-garçons. Si on regarde la répartition par classe entre 6e, 5e d'un côté, 4e, 3e de l'autre, effectivement on va aussi retrouver les 6e, 5e, donc les plus jeunes en périphérie, et les plus anciens, 4e, 3e, vont se retrouver plutôt en centre de la cour. Donc en fait on a finalement une cour comme ça qui va être un espace qui est au cœur de la lutte des places et qui va être source de plus ou moins de ségrégation, qui vont avoir des interactions, alors éventuellement motrices. Effectivement, donc je parlais d'interaction motrice, donc surtout en maternelle et puis en primaire. Mais ils peuvent avoir aussi des interactions sociales. Mais la répartition comme ça dans cette cour peut aussi provoquer des interactions adversives. Alors du coup, je voudrais réagir à la remarque de Muriel dans le chat. Ça veut dire que finalement en maternelle, à ce moment-là, il n'y a pas encore cette séparation avec les filles en extérieur et les garçons au milieu. Ils occupent, j'imagine, tous plus ou moins tout l'espace. Voilà, donc c'est quelque chose qui arrive plus tard. Alors l'étude, elle a été faite au collège en fait. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui se fait au départ, mais qui est plus ou moins provoqué. Donc il faudrait pouvoir agir là-dessus pour éviter cette ségrégation et puis cette répartition de cet espace. Ouais, merci. Comme ça, je vais reprendre la main pour la suite du diaporama. Donc si on résume. Pardon ? Simplement, vous laissez le WooClap ouvert, il y aura encore d'autres questions qui vont suivre. Donc là, vous laissez ça sur le côté, juste pour tout à l'heure. Donc finalement, cette cour de récréation, lutte des places, ségrégation spatiale, mais c'est aussi un lieu d'interaction. Donc l'objectif, en fait, c'est d'enlever les interactions qui peuvent être adversives et plutôt encourager tout ce qui est interaction licite. Et ça, c'est l'objectif d'un réaménagement, en fait, de cette cour. Alors, comment on peut faire un réaménagement ? Finalement, on va pouvoir mettre en zonage. Donc, il y a un certain nombre de choses qui vont être plus spécifiques
pour les écoles plutôt primaires, hein, qui existent déjà finalement en maternelle, mais on peut quand même mettre en place un certain nombre de choses dans les écoles, au collège, avoir une zone de marche pour ceux qui veulent marcher tranquillement, mais sans être embêtés par les ballons qui passent, une zone gazonnée pour pouvoir s'asseoir, discuter. On peut avoir maintenant on voit apparaître des tables pique-nique un petit peu dans les cours de récréation. On peut avoir des zones protégées contre le soleil, la pluie, ça reste important aussi. Voilà, et une zone pour les jeux de ballon, donc on va voir sur les images après, avec éventuellement une grille qui permette que le ballon n'aille pas n'importe où dans la cour de récréation. Alors effectivement, hein, je réagis à la remarque dans le chat, c'est vrai que certaines cours en ce moment sont limitées par classe en raison de la situation sanitaire, mais ça n'empêche pas qu'on puisse réfléchir à un réaménagement pour plus tard, justement, peut-être en profiter pour faire travailler les élèves dessus. Donc, vous voyez des exemples de réaménagement de cours. Hein. Donc, ici, vous avez des espaces. On voit, c'est la même école ici et là, où vous avez des zones de circulation, des zones qui sont protégées ici avec des tables pique-nique. Vous voyez, sur la photo du bas, on voit apparaître des tables de ping-pong. Je vous parlais d'une zone avec un grillage pour permettre d'avoir un espace où on peut jouer au ballon sans gêner les autres espaces. Et puis ce qu'on voit de plus en plus apparaître aussi, des bancs mais arrondis, hein, pour permettre justement tout ce qui est interaction sociale, contrairement à cette ligne de bancs, où là on va avoir beaucoup moins d'interaction puisque les élèves vont être les uns à côté des autres. Alors pour mettre en place ces aménagements, il ne faut pas hésiter à intégrer les élèves, hein, dans ce projet, que ce soit par l'intermédiaire du CVL ou du CVC. Faire intervenir aussi les éco-délégués, hein, puisqu'on peut rajouter des espaces verts, pourquoi pas un potager dont les élèves s'occuperaient. Bon, ça existe dans certains établissements. Et puis pour pouvoir utiliser aussi des espaces qui sont interdits au départ aux élèves, pourquoi pas les responsabiliser, mettre en place des co-gestions d'espaces avec des emplois du temps pour certains espaces particuliers qui ne peuvent pas accueillir trop d'élèves. Donc tout ça, ça peut permettre la coopération autour de cette réflexion de réaménagement de cours. Alors, n'hésitez pas à lever la main, hein, pour réagir, poser des questions ou au contraire faire des témoignages, hein, si ça fait partie des projets que vous avez évoqués au début, hein, puisque certains ont des projets en cours. Voilà. Excusez-moi, je crois que j'ai zoomé un peu brutalement. Sinon, je vais passer la parole à Michael pour la suite. Un micro, Michael. Dès qu'il y a un commentaire qui va arriver, donc j'attendais de voir si ça concernait toujours cet espace-là. Oui, effectivement, il y a toujours un partenariat à développer avec la municipalité, notamment parce que c'est eux qui ont les sous. Voilà, c'est vrai qu'il faut travailler avec grande volonté là-dessus. On va maintenant passer à la salle de classe. N'hésitez pas à continuer à mettre vos messages dans le chat, hein, on va les lire en direct. On va repartir sur 3 petites questions là, en enfilade dans Wootlab, ce seront les dernières. Et donc pour cela, je vais repartager mon écran. Le lien est toujours un petit peu plus haut dans le chat, hein, si vous en avez besoin. Donc là, on est sur des questions à peu près classiques, donc ça ne devrait pas trop bugger. Voilà. Voilà, normalement quand je dis ça, ça clignote, je ne sais pas pourquoi. Non, je vais recommencer, ça a fonctionné tout à l'heure. La deuxième fois, ça a marché tout à l'heure. Ouais, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc je vous lance la question suivante. Donc là, vous avez 6 petites pastilles qui sont là pour illustrer des aménagements qu'on peut rencontrer dans des salles de classe. Et là, vous devez faire un choix. Alors un seul choix. Donc voilà, il faut choisir parmi les 6 propositions de la salle que vous jugez la plus propice pour le travail en classe. Donc toujours, hein, si vous avez un souci, n'hésitez pas à le signaler dans le chat ou en prenant la parole. Vous n'êtes pas hyper nombreux à avoir un micro. Ou à mettre le numéro dans le chat, hein, si vous ne pouvez pas répondre sur le Wootlab.
Je crois que là, deux grandes réponses se distinguent, les tables en îlot de la pastille numéro 1 et puis la salle, on va dire un peu plus flexible, avec différentes zones, hein, des tables en U, des îlots, des tables pour un travail plus individuel, en petits groupes. Et puis quand même le U aussi qui se signale pour une personne. Voilà, donc ça c'est l'idée que vous faites de l'aménagement de la salle la plus propice au travail en classe. Et on va garder nos 6 pastilles, donc je me permets de passer à la question suivante. Et cette fois, à quoi ressemble votre classe? Et si vous n'êtes pas enseignant en classe, directeur ou personnel de direction du second degré, celle que vous rencontrez le plus souvent lors de vos pérégrinations dans les établissements. Donc là, on observe déjà un léger décalage entre la salle de classe que vous jugez la plus propice au travail et celle que vous rencontrez ou que vous utilisez. Très bien, merci. Je pense que ça s'est stabilisé. Donc, on rencontre encore des classes, hein, dites leur version autobus. Hein, et on va garder de nouveau nos 6 pastilles. Attends, juste je voulais intervenir. Donc il y a une personne qui a mis la salle avec les tables en isolé. Finalement, est-ce que c'est en ce moment en raison du Covid ou est-ce que c'est tout le temps le cas? Parce que c'est vrai qu'en ce moment il y a un certain nombre de salles de classe qui ressemblent à la pastille numéro 3, mais c'est pas forcément ce qu'il y a habituellement dans nos salles de classe. Donc peut-être répondre dans le chat juste si voilà, si la salle est faite comme ça ou D'accord, ok. D'accord, ok. Merci. C'est important pour. Oui, c'est vrai qu'on est toujours dans ce contexte un peu particulier. Hein. Là, on essaye de se placer hors contexte Covid pour essayer d'envisager à long terme, mais effectivement, en ce moment, on sait bien que les interactions doivent forcément être limitées. Et donc, on reprend nos 6 pastilles avec une question. Donc, quels aménagements limitent les interactions sociales d'après vous? Là, je crois que vous avez plusieurs réponses possibles, hein, si vous souhaitez. Donc, grand succès pour notre classe autobus table individuelle. Les tables par 2 également. Voilà, d'autres réponses qui arrivent. Donc globalement, on est toujours sur la réponse 3 et la réponse 5. Voir effectivement la table en mode réunion. Alors, je suis pas sûre que ça limite tant que ça les interactions sociales. Moi, j'ai testé avec des élèves de 3e une salle en U et je trouvais qu'ils avaient quand même beaucoup plus d'interactions que quand ils étaient en autobus. Parce que là, finalement, ils peuvent communiquer sur les côtés, puis ils peuvent communiquer en face, en diagonale. Donc, je sais pas. Il y a l'interaction visuelle qui s'établit ici. Il n'y a même pas forcément. Voilà, c'est ça. Donc, je sais pas. J'ai pas testé cette disposition, mais je suis pas sûre que ça limite beaucoup les interactions sociales. Après, voilà. Bien, merci. Allez, je coupe le partage et je reviens au diaporama. C'est la suivante. Voilà, donc au travers des questions et des réponses que vous avez données, on l'avait déjà dit aussi en début de séance, la pratique pédagogique et l'aménagement de la salle sont quand même deux choses étroitement liées. La pratique pédagogique de l'enseignant va pouvoir le conduire à aménager l'aménagement de la salle, mais ça c'est s'il le peut, parce qu'on peut aussi rétorquer qu'une salle à l'aménagement figé avec des conditions d'utilisation rigides, ne serait-ce que parce que c'est une salle qu'on doit partager avec d'autres collègues, d'où la nécessité de la remettre en situation, en configuration originelle à chaque fin de cours. Donc ces conditions d'utilisation rigide vont aussi influencer la pratique. On peut vite se décourager de dire ah, tiens, aujourd'hui on va faire des travaux en îlot, parce que l'obligation de passer par un temps d'aménagement au début puis de réaménagement à la fin peut être vite assez décourageant. Donc l'idée serait quand même effectivement d'aller vers des aménagements que l'on peut adapter assez facilement. Et donc on va parler ici de classes avec des espaces modulables ou d'espaces flexibles.
La nuance entre les deux, donc dans l'espace modulable, on va plutôt jouer sur le mobilier pour pouvoir organiser une succession de temps d'apprentissage différents. On va avoir les élèves, pourquoi pas en autobus, parce que c'est pas un gros mot d'avoir des classes en autobus, à certains moments, puis pouvoir rapidement les faire passer sur des travaux en petits groupes, voire même sur un travail individuel. Donc là, évidemment, on va plutôt jouer sur un mobilier qui sera adapté. Et puis, on peut aussi aller vers une classe flexible, auquel cas, là, on va plutôt organiser les temps d'apprentissage de façon simultanée. Donc, les trois en même temps. Alors, évidemment, après, c'est au prix d'une organisation très rigoureuse qui va permettre de privilégier l'autonomie des élèves. Donc, dans la suite, on va voir un premier exemple d'une classe de lycée professionnel ici, donc que je connais assez bien puisque c'est ma salle. Donc, je peux vous en parler assez facilement. Donc là, une classe qui était avant tout pensée pour être modulable au départ. Donc, on va distinguer ici des sous-ensembles avec les chaises mobiles pour faciliter la mise en îlot des élèves, des îlots de table fixe qu'on va appeler les pôles de remédiation, et puis ici des plans hauts qui sont aussi équipés de matériel informatique. Donc au départ, il y avait la volonté donc de faire coopérer les élèves le plus souvent possible. D'où l'idée du mobilier mobile pour les mettre rapidement face au tableau et face au professeur, mais aussi très rapidement qu'ils se remettent en petit îlot, voire on verra sur des photos tout à l'heure en situation individuelle. Et puis l'idée, c'était dans cette coopération de dégager du temps aussi pour pouvoir le consacrer aux élèves les plus en difficulté et donc de les positionner sur les pôles de remédiation où là, je peux aller travailler avec eux. Et puis après, il y a l'outil informatique qui donc déjà est important en mathématiques, on l'utilise assez régulièrement, mais va aussi ici faciliter l'accès aux ressources. Et puis, il y a l'idée aussi que là, on est sur des plans hauts. Et donc, il y a des élèves pour qui la posture assise toute la journée derrière une table ou dans une salle de classe, c'est très compliqué. Donc, ça leur permet pour certains de faire varier cette posture, d'être debout. Alors, soit sur des tabourets hauts, soit complètement debout, parce que vous voyez qu'il n'y a pas assez de tabourets de toute façon. Et donc, effectivement, ça leur permet de changer leur posture. Et pour certains élèves, ça peut être important. Juste un petit mot rapidement en termes d'investissement, si la question se pose. Les chaises, c'est une dotation région. Voilà, c'est un dossier monté et puis des crédits qui redescendent. Et pour tout le reste, notamment les plans hauts et les ordinateurs, c'est plutôt de la récup maison et des fonds propres, puisque les plans hauts, c'est concocté par les agents du lycée qui nous les ont installés. Et les ordinateurs, on les voit pas ici parce qu'ils sont tout petits. Ce sont des Raspberry, donc des tout petits ordinateurs qui coûtent environ 50 € pièce, mais qui sont largement suffisants pour l'usage qu'on fait en classe. Donc là, ici, vous avez la classe avec cette fois des élèves. Alors, vous l'avez entendu dans mes propos, au début, l'idée, c'était que ce soit modulable. Et puis, très rapidement, comme on arrive à organiser ici, par exemple, vous avez un pôle de remédiation, des travaux avec des temps simultanés, mais pour des apprentissages différents, des élèves qui peuvent être en groupe sur un travail et d'autres en remédiation avec moi, voire d'autres sur des temps ici, des phases individuelles. On est assez vite passé, finalement, d'un espace modulable. On peut aller aussi vers un espace flexible. Là où c'est pas complètement dans la définition du flexible, c'est tout simplement que moi je ne peux pas figer les zones à long terme. Il y a toujours un mouvement dans la classe, alors que dans une classe flexible, on va plutôt, et on le verra dans les exemples suivants, on va plutôt constater que les zones sont dévolues à certaines tâches et elles le restent. Alors ici, il y a aussi une chose importante dans la classe, c'est tout l'affichage qui est mis à différents endroits. Alors là, qui est vu ici plutôt comme un rappel constant aux règles et aux consignes, de façon à favoriser l'autonomie des élèves. C'est pas un zonage de zone en fonction de l'activité ici. Vous l'avez compris, dans ma salle, je peux pas le faire. Et ça, on va plutôt le rencontrer dans une classe de primaire, notamment sur les diapos suivants. N'hésitez pas, si vous avez des questions, avant qu'on passe à une salle de primaire, des questions, des remarques, n'hésitez pas. Sinon, je te redonne la main, Stéphanie. Ou des témoignages sur les projets que vous avez en cours aussi. Puisqu'il y a pas mal d'enseignants du second degré, avec des gens qui utilisent peut-être des salles en îlot déjà. Donc n'hésitez pas à témoigner. On va enchaîner du coup, et puis bon, on pourra revenir s'il y a des témoignages, n'hésitez pas
réagir aussi dans le chat. Donc ce que je vais vous présenter, alors c'est pas ma salle de classe puisque moi aussi je suis en lycée pro, mais un projet que j'ai pu un peu suivre justement dans le cadre de ce groupe de travail sur les espaces scolaires et la coopération, puisqu'il y a eu un accompagnement à la recherche sur ce projet, sur l'école de Marcillac. Avec la spécificité sur cette école, c'est que toutes les classes de l'école sont flexibles. Donc en fait, voilà, ils sont arrivés à ce que les enseignants se mettent d'accord et à ce qu'ils arrivent à avoir un aménagement vraiment sur le même principe dans toute l'école. Alors ce projet a démarré il y a très longtemps, donc vous voyez ici, il est très abouti puisqu'en fait il y a eu une inclusion progressive d'élèves de l'IME. Donc au début, juste sur une présence en cours de récréation ou juste sur des temps de repas. Et puis il y a eu tout un travail de fait avec les éducateurs de l'IME pour amener petit à petit à ce que les élèves soient intégrés sur des temps plus longs. Et les enseignants ont dû réagir en fait face à ça pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir proposer des espaces adaptés à tous ces élèves-là, puisqu'ils accueillent aussi des élèves intellectuellement précoces et des élèves qui s'adaptent pas au système initial. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de différenciation, de pédagogie flexible qui a été mis en place. Donc du coup, en fait, si on regarde les deux salles de classe ici, CMCE, donc on voit qu'il y a des tables hautes, des tables basses, certaines sont en îlot. On voit les fameux ballons que vous aviez aussi sur la première image, où je vous avais proposé de choisir de quoi vous asseoir, un espace lecture ici où les élèves peuvent être assis par terre. Ils ont aussi des Z-tools qui sont des petits supports que les élèves peuvent glisser, s'asseoir un peu sur eux et puis avoir une tablette pour pouvoir écrire, pour pouvoir mettre une tablette, un ordinateur et donc s'installer n'importe où avec un support pour pouvoir travailler, des coussins. Et tout ça, en fait, va permettre aux élèves de pouvoir changer de posture pendant le temps de classe et puis d'avoir un espace qui peut s'adapter au travail différencié. Alors, par rapport à la photo, l'image qu'on vous avait montrée, la numéro 6, on voit ici un espace de regroupement. On voit des espaces qui sont un peu plus individuels et des tables un peu plus en îlot. Donc en fait, cet espace, cet aménagement leur a permis finalement une meilleure gestion du groupe qui était vraiment très hétérogène, avec des espaces très bien référencés. Donc on est vraiment sur l'espace flexible. Alors la salle de classe est grande, un espace de regroupement sur la lecture, les rituels, un espace d'apprentissage individuel, un espace de travail en autonomie, peinture, motricité fine. Et puis des espaces de jeu libre et de détente. Et alors en fait, pour pouvoir accompagner les élèves, alors Michael avait parlé éventuellement de plans de travail tout à l'heure, eux ils appellent ça des centres de travail en fait, et donc chaque élève a son centre de travail pour savoir ce qu'il a à faire, et comme c'est tous les élèves, que ce soit un élève intellectuellement précoce, un élève issu de l'IME, finalement ils ont tous leur centre de travail, ce qui permet de ne stigmatiser personne. Alors bon, il faut voir qu'il y a aussi des éducateurs qui sont présents au niveau de la salle de classe pour accompagner ces élèves-là. Alors après, certains jours, les sollicitations au niveau des élèves issus de l'IME, qui sont pour beaucoup autistes, étaient trop importantes. Et du coup, ils ont mis en place un autre espace qui s'appelle un espace Snowzellen, qui est un espace sensoriel en fait où les élèves, si jamais ils ont à un moment une surcharge émotionnelle, ils vont pouvoir s'isoler dans cet espace et laisser retomber un peu la pression. Et en fait, cet espace est ouvert à tous les élèves. C'est-à-dire sur un temps de récréation, n'importe quel élève, en s'inscrivant sur un planning, va pouvoir accéder à cet espace-là. Voilà. Donc, et cette salle-là est aussi présente à l'IME, ce qui permet aux élèves de retrouver un certain nombre de repères. Donc là, on est sur un réaménagement des espaces, mais qui a permis en même temps vraiment une inclusion au sens complet du terme, où vraiment les élèves sont ensemble et travaillent dans le même sens. Alors, je regarde la question du chat.
Oui, on va pouvoir y répondre avec la diapo suivante. Enfin, on va pouvoir échanger sur ce. D'accord. Ok, je te laisse continuer du coup. Je te laisse reprendre la main. Ouais. Très bien. Oui, donc l'idée là maintenant, c'est de se lancer vers une nouvelle organisation, un nouvel aménagement en fonction des projets qu'on peut avoir. Donc c'est vrai que la question dans le chat là sur les difficultés, effectivement, quand on va penser cet aménagement, on va penser avec les usagers. Alors les usagers, ce sont les enseignants, vos collègues. C'est vrai que ce qui est facilitateur, c'était mon cas sur les exemples précédents, c'est que la salle, je suis entre guillemets le seul à l'occuper. Donc voilà, je pense un peu l'aménagement comme je le veux, je fais un peu avec les contraintes des murs, mais sinon pour le reste j'ai une certaine forme de liberté. Là effectivement, si ce sont des espaces partagés, effectivement il faut l'aménager, le penser, l'aménagement avec les usagers, donc à la fois les collègues, mais aussi penser cela avec les élèves. Penser les usages des nouvelles technologies, donc penser au réaménagement avec tout l'aménagement avec le matériel informatique ou numérique qu'il peut y avoir à déployer à l'intérieur, la position des prises, la position des bornes et ainsi de suite. Penser à l'évolution des pratiques, donc par exemple la facilité de déplacement du mobilier, d'agencement de la salle. Alors, on a toujours envie d'avoir des grandes salles, évidemment. Et puis, il y a un moyen peut-être un peu plus simple, un biais un peu plus simple pour commencer, c'est de délimiter des zones par un affichage qui va déjà donner à votre classe une autre forme, aller vers une certaine flexibilité. Mais c'est vrai que pour l'instant, on s'appuie de toute façon sur un bâti qui, comme on l'a dit au début, est prescripteur. Donc, il faut faire avec ça. Et puis, avec aussi les pratiques, effectivement, qui sont diverses et variées parmi les collègues. Alors, je ne sais pas si la collègue qui avait noté ça dans le chat veut réagir ou d'autres, effectivement, là-dessus, si vous rencontrez le même type de difficulté. Si c'est une difficulté, d'ailleurs, de ne pas être d'être seul ou de ne pas être seul, justement. Alors moi j'avais eu le souci justement quand je voulais travailler en îlot alors que bon la salle de classe est en autobus, mais c'est vrai que finalement avec mes élèves de troisième en début d'année je leur avais présenté les choses et avec un chronomètre et puis un sonomètre, le défi c'était de le faire le plus rapidement possible et avec le moins de bruit possible et en mettant ça en place régulièrement puisque ça peut m'arriver de passer les tables en îlot à un moment du cours pour un quart d'heure, 20 minutes, et puis après qu'ils les remettent en place pour la fin du cours ou pour l'heure d'après. À force de faire ce petit rituel-là au démarrage, au bout d'un mois, j'avais plus besoin de ces outils-là et ils avaient pris l'habitude et hop, dès que je leur parlais de travail en groupe, ils savaient ce qu'ils avaient à faire et il n'y avait plus besoin de de leur donner les consignes. Donc bon, c'est effectivement dans ces cas-là, alors c'est plus facile si on a des tables avec des tables individuelles parce que ça permet un aménagement plus souple. Mais moi c'était des tables doubles, donc on faisait des îlots de 4 forcément. Et voilà, ça peut être un moyen en attendant d'avoir d'autres choses. Sinon, la possibilité aussi peut-être, c'est de mettre une salle en îlot et que les personnes qui souhaitent un type d'aménagement demandent cette salle. Éventuellement, voilà, il y a peut-être des moyens de pallier à cette difficulté sur la répartition des salles dans un établissement. Ouais, ce dernier point, c'est ce qui se fait de plus en plus. On va choisir 2-3 salles à l'établissement qui vont être équipées en mobilier adapté. Et effectivement, on les utilise en fonction des besoins. Alors, c'est pas aussi idéal que de pouvoir faire en temps réel ce qu'on veut, mais ça demande un peu d'anticipation. Mais voilà, un espace partagé et mutualisé peut exister, ça se fait de plus en plus. Oui, le coût important, oui, c'est vrai. Alors, ça a déjà tendance à baisser, évidemment, c'était un peu plus exclusif. Moi, je dirais que le prix des chaises, qu'on a eu par dotation, entre guillemets, un peu par surprise, m'avait paru complètement indécent, il faut le reconnaître. Voilà, maintenant, c'est un mobilier qui rentre de plus en plus un peu dans les usages, donc les prix ont déjà commencé à baisser, donc il faut essayer d'aller par là, il ne faut pas hésiter à monter des dossiers de subvention. C'est déjà pas mal de démarrer par une classe semi-flexible. Après, voilà, peut-être qu'il est possible d'amener la collègue petit à petit, d'essayer certaines choses et pour qu'elle s'adapte à cette mise en place. Oui. En fait, j'ai essayé, mais la problématique, c'est que c'était vraiment verrouillé de sa part et que la direction a pris la décision
de garder les salles de classe comme elles étaient parce que c'était justement trop contraignant de s'opposer à cette enseignante et puis aussi à ces arguments qui mettaient en avant que le fait d'avoir ces classes comme ça en autobus, ça permettait de mieux gérer la classe et donc d'éviter le bavardage, etc., quoi. Donc j'ai pas eu gain de cause. Mais par contre, j'ai continué à modifier ma classe en arrivant en cours, mais du coup, ça me faisait perdre environ 10 minutes à un quart d'heure à chaque fois que je rentrais, quoi. Ouais. On est bien d'accord que quand on veut travailler en classe flexible, donc dans des classes modulables, hein, il y a aussi la question de la posture de l'enseignant qui change évidemment par rapport à sa relation ou sa vision du travail avec l'élève. Hein. Donc, il peut y avoir beaucoup de frilosité, effectivement, pour certains enseignants de se lancer là-dedans, parce qu'il y a peut-être une impression, une peur de perte de contrôle de la classe à ce moment-là. Il y a forcément des choses qu'on n'observe pas de la même façon et avec lesquelles on ne travaille pas de la même façon avec les élèves. Donc, voilà. Mais après, sur l'expérience à long terme, je pense qu'on peut quand même faire confiance aux élèves pour finir par s'épanouir là-dedans et ne pas en profiter pour faire spécifiquement n'importe quoi. Ah mais c'est clair, du coup après j'ai investi un peu le CDI et avec ma collègue enseignante du CDI, on a aménagé le CDI et un petit endroit où justement je pouvais réunir mes élèves sur un autre travail, une autre forme de travail. Alors, on parlera du CDI, effectivement, et du fait qu'on peut investir aussi le CDI. Après, dans les études qu'il y a eu par Thibaut Hébert et Éric Dugas, c'est vrai que quand ils regardent comment sont aménagées les salles de classe, les 3 questions qu'on vous a posées avec les 6 images, par rapport à l'ancienneté des enseignants, des jeunes enseignants, notamment les stagiaires, vont choisir effectivement les salles en autobus parce que c'est rassurant et ça limite les interactions sociales. Et puis, petit à petit, peut-être avec de l'habitude, envie de faire d'autres choses, arriver sur d'autres types d'aménagements, parce que finalement, un travail en îlot, s'il est cadré, effectivement, faut qu'il soit cadré, mais s'il est cadré, c'est pas forcément plus générateur de alors de bruit peut-être un petit peu, mais parce que les élèves échangent, mais en tout cas de conflits ou autres au niveau de la salle de classe. Je réponds rapidement dans le chat. Le projet, là, le financement là, dont parle Monsieur Dufraix, c'est effectivement 5 000 et 8 000 euros pour diversifier le mobilier, ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Moi, c'était même plus cher que ça, rien que pour les chaises à l'époque, donc ça ne m'étonne pas. Voilà, d'où l'idée de monter des projets, hein, de monter des projets soit même pour sa classe ou à plusieurs. Pourquoi pas de les faire suivre par le CARDI et puis de s'appuyer quand on demande des financements auprès des soit des départements ou des régions ou des communes, de s'appuyer sur le fait qu'un projet est existant pour le valoriser et peut-être demander quelques ressources. Et puis la taille des salles, on est d'accord, hein, c'est petit. C'est souvent petit les salles de classe en France. Il faut vraiment. Je sais que là dans les Landes où je suis, il y a eu pas mal de collèges rénovés dernièrement. Il a fallu que les collègues investissent les réunions pour se faire entendre, pour effectivement que certaines cloisons, c'était l'occasion, soient cassées, pour que les salles soient plus grandes, pour qu'effectivement les pratiques soient repensées, parce que parfois on avait trop de salles petites, alors que là où il en aurait fallu plutôt une grande. Donc voilà, il y a des moments où il faut le faire, mais on l'a dit, le bâti, c'est un temps long, donc voilà, c'est difficile. D'où l'idée aussi d'essayer de s'adapter quand même un peu avec ce qu'on a. Donc, et peut-être d'envisager aussi d'aller voir dans d'autres espaces de l'établissement. On va y venir sur les diapos suivantes, pendant que je continue à suivre le chat. Donc, 2-3 points de vigilance toutefois quand même quand on a un mobilier. Voilà, on a sa classe flexible. C'est pas parce qu'on a ça et qu'on le met en place que par contre les élèves vont naturellement coopérer. La coopération, c'est quelque chose qui s'apprend avec un étayage qui doit être précis de la part de l'enseignant, un cadrage qui doit être posé. Pour les classes flexibles, on va beaucoup compter et miser sur l'autonomie des élèves, hein, puisqu'on se rappelle, on est sur la simultanéité de différents temps d'apprentissage. Donc là, au minimum, une feuille de route, c'est indispensable, voire même un plan de travail qui peut aller plus loin si on l'entend au sens de freiner. C'est des choses qui existent quand même déjà pas mal en primaire. Et puis, on s'appuie beaucoup aussi, toujours pour l'autonomie, sur les nouvelles technologies, l'accès aux ressources, mais effectivement, ça demande un apprentissage pour les élèves comme pour les enseignants. C'est aussi du temps à y passer. Donc voilà, il faut envisager tout ça. C'est des choses qui doivent être prises en compte quand on monte parfois ces dossiers. Alors en Finlande, les salles sont parfois petites.
Alors, voilà, c'est tout à fait ça. En fait, en Finlande, il y a une grande variété des espaces, surtout, c'est que voilà, il y a des temps qui sont réservés pour des grands groupes, où on va avoir quasiment des salles on va dire, de pseudo-conférences, et puis après des temps en petits groupes où même les élèves sont effectivement ont un rapport avec l'autonomie qui est un petit peu différente, et puis il y a une confiance aussi qui est sans doute différente pour l'instant dans les élèves dans ces pays nordiques. Alors, si on parle ensuite des espaces qu'on pourrait utiliser, on va pouvoir parler des espaces interstitiels qu'on a tendance à négliger, les couloirs, le hall, qu'on peut rencontrer aussi dans les établissements, évidemment, qui sont parfois, on les considère pas comme des zones d'apprentissage, mais on pourrait pourtant les réutiliser. Alors évidemment, c'est pas une salle de cours en tant que telle, mais c'est aussi quand même des espaces où on peut délocaliser parfois une partie quelques élèves, une partie du travail, une partie du groupe, et on va avoir ici là des possibilités de mettre en place des zones un peu plus conviviales, où le travail doit être un peu plus informel, mais aussi où les élèves peuvent se sentir un petit peu plus à l'aise, avec une communication un peu différente. Alors, par exemple, sur la diapo suivante, ça c'est le couloir qui est devant ma salle, donc il y a une espèce d'alcôve là-bas au fond, où parfois on va inviter les élèves à aller, donc voilà, c'est facile, ils y vont en roulant. L'idée serait de pouvoir aménager cette espèce d'espace là avec une zone un peu plus conviviale où les élèves pourraient travailler, même sur les intercours faire des devoirs. C'est vrai que là on observe encore quelques réticences parce qu'il y a un problème de responsabilité. Qu'est-ce qui se passe quand on voit pas les élèves? Ma porte elle n'est pas très loin, mais je peux pas dire que je les ai toujours sous les yeux. Et puis il se passe le problème des responsabilités sur les temps d'intercours. Qui surveille les élèves quand il y a personne dans les salles de cours? Voilà, mais quand on n'est pas très loin sur les temps de cours, c'est des choses qui sont pas non plus très difficiles à surveiller. Et puis, quand on a des grands groupes, ça permet d'aérer la salle, voilà, et d'avoir des élèves qui s'isolent volontiers. Je suis là sur le chat en même temps. Oui, j'ajouterais aussi que on pourrait imaginer mettre des tables hautes, des prises pour que les élèves éventuellement puissent travailler aussi en intercours. Moi, ça m'arrive dans mon établissement de voir des élèves qui finalement sont avachis par terre avec un cahier en train de faire un exercice ou autre. Voilà, donc c'est des espaces que les élèves s'approprient déjà, notamment sans avoir. Oui, pardon. Notamment les halls en fait où les élèves sont à la vue. Donc assez facile finalement à surveiller. Là, il y aurait des choses assez faciles à mettre en place comme les plans hauts, les prises et ainsi de suite pour que les élèves puissent travailler efficacement. Ça existe déjà dans certains établissements. Et puis je rebondis aussi tout à l'heure, c'était noté dans le nuage de mots, c'était la salle polyvalente, donc qui est sans doute souvent considérée comme la salle de réunion de l'établissement, mais que moi j'investis très régulièrement avec mon collègue quand on réunit nos classes. C'est un peu moins facile en ce moment en contexte Covid, mais quand on réunissait 40 à 50 élèves ensemble, on prenait la salle polyvalente et là on pouvait travailler en grand groupe, former des îlots dans cette salle et ma foi c'était assez simple et assez convivial à utiliser. Oui, alors pour les responsabilités dans le premier, second et second degré, je pense qu'il y a sans doute des différences, mais de toute façon, s'il devait passer quoi que ce soit et qu'il y a un défaut de vigilance qui est attesté de la part de l'enseignant, de toute façon, à mon avis, ça irait pas très loin. Je veux dire, ça serait bien dommageable pour l'enseignant. C'est plutôt ça que je veux dire. Ouais, c'est sûr. Mais bon, je pourrais essayer de chercher, voir s'il y a des textes dessus, mais c'est sûr que c'est plus facile avec des élèves plus grands. Je t'ai redonné là. Oui, merci. Justement, j'allais reprendre. Donc, on a parlé plusieurs fois du CDI. Donc, je vais vous présenter l'exemple du collège de Tartas, où ils ont fait tout un projet, pareil, sur plusieurs années, sur la transformation du CDI en centre de culture et de connaissances. Mais il y a eu tout un travail autour de la vie scolaire qui a été mis en place. Donc, en fait, c'est parti d'un constat que finalement, les salles de permanence elles restent très bruyantes. On l'a dit au début, le bruit, ça facilite pas les apprentissages. On a du mal à se mettre au travail dans ces cas-là. Donc finalement, ce sont des espaces qui restent inefficaces. Les élèves, on parle toujours de trous dans l'emploi du temps, donc c'est des espaces vides, sans forcément d'objectif, les élèves savent pas forcément où aller, parfois ils restent dehors, mais en même temps ils peuvent avoir
un manque d'espace et de temps pour travailler dans l'établissement, notamment pour des travaux de groupe, par exemple. Ils n'ont pas toujours de facilité pour se retrouver. Et finalement, dans ce collège, il s'était aperçu qu'il y avait le CDI d'un côté, alors qu'il était en plus à l'étage, la vie scolaire, mais sans forcément de contact entre les deux, les enseignements disciplinaires. Et en fait, il y a eu une volonté à un moment donné d'essayer de rassembler tout ça pour faire évoluer les choses. Il voulait également développer les usages numériques, donc en mettant à disposition des ordinateurs pour les élèves, parce que s'ils ont des travaux à faire, alors ils peuvent aller au CDI, mais il n'y a pas toujours dans les salles de permanence des ordinateurs. Ça commence à arriver, mais c'est pas quand même encore la majorité des cas. Ils voulaient développer tout ce qui était travail collaboratif entre élèves, le tutorat entre pairs, et puis tout ce qui est échange entre enseignants, CDI, AED, voilà, développer vraiment une communication entre tous ces acteurs-là. Du coup, je vous ai remis, même s'il date un petit peu, le Vademecum qui donne toutes les informations sur le 3C. Que vous pourrez consulter, qui est sur le diaporama. Donc, quelques photos de ce collège. Donc, vous voyez un grand couloir avec la vie scolaire en fait qui est à ce niveau-là et le CDI qui est à l'étage, un peu plus éloigné. Et donc les élèves qui étaient coincés soit en permanence mais sans pouvoir changer d'espace ou soit au CDI pendant leur temps de creux. Alors il y a eu un premier travail qui a été fait autour du foyer pour réaménager complètement le foyer et procurer dans ce foyer ces espaces finalement un peu flexibles avec des espaces de détente, des espaces de travail en petits groupes. Il y avait aussi des espaces où les élèves pouvaient être un peu plus seuls. Ce sont les élèves avec le professeur d'art plastique qui ont fait tout ce qui est décoration. Donc ça, c'est ce qui a été fait dans un premier temps. Et puis après, ils ont imaginé un autre mode de fonctionnement pour tous ces temps de permanence avec en bas 2 salles de permanence, mais 2 salles d'études, mais complètement différenciées. Une salle où c'est uniquement du travail individuel, donc silencieuse, où on peut faire de la lecture, éventuellement de la remédiation. Une deuxième salle où là, il y a du travail en groupe qui est possible, donc un bruit minimum qui est autorisé, avec un seuil, mais où les élèves peuvent échanger en petits groupes. À l'étage, une salle informatique qui était aussi à disposition des élèves qui étaient à côté du CDI, et puis possibilité d'aller au niveau du foyer, trouver des jeux éducatifs, mais il y avait aussi des animations, puisqu'ils ont recruté en parallèle un AED pour animer ce foyer. Et donc leur fonctionnement, quand les élèves ont un temps de permanence sur l'emploi du temps, qu'ils ont renommé temps de vie scolaire en fait, ils vont se ranger sous l'un des panneaux, salle d'études 1, 2, CDI, foyer, salle informatique, et ils vont pouvoir aller dans cette salle, mais ils vont avoir la possibilité sur leur temps de vie scolaire, sur ces 7 heures-là, éventuellement de changer d'espace s'ils ont besoin de changer d'espace. S'ils ont fini leur travail individuel dans la salle d'études silencieuse, ils peuvent aller éventuellement après au foyer. Et donc les élèves ont le droit de circuler d'un espace à un autre. Alors bon, voilà, il y a une surveillance un petit peu éloignée des adultes, mais les élèves sont rendus autonomes en fait, et on leur demande de faire un choix au démarrage et puis après de gérer leur temps pour faire le travail. Donc, vous voyez ici tout ce qui est chronologie. Donc, il y a d'abord eu toute une période d'analyse. Après, le travail sur le foyer qui a d'abord été fait, puis un travail sur la salle d'études, alors sur le carnet de liaison aussi pour que les élèves se l'approprient. Et puis, ils ont commencé à travailler l'expérimentation 3C avec ces différents espaces identifiés et ces temps avec ces niveaux sonores aussi identifiés. Leur objectif à terme, c'est de restructurer tout l'espace autour de la vie scolaire pour faire descendre le CDI, la salle informatique à côté de la vie scolaire et d'avoir en fait une zone vraiment identifiée qui va du plus bruyant, si on peut dire, au plus silencieux avec le temps d'accueil, le temps de travail en groupe et tout au fond une zone plus calme de lecture ou de travail individuel. Donc tout ça, ça a été mis en place et ils souhaitent continuer le projet là-dessus.
Donc tous les effets en fait de ce projet, finalement, ils ont réussi à ouvrir le CDI plus longtemps, puisqu'il y a des enseignants qui se sont appropriés aussi le CDI, des AED qui peuvent aussi être au CDI. Donc du coup, il est ouvert beaucoup plus souvent. Même chose pour les espaces de vie scolaire. Et on a davantage de communication entre le professeur documentaliste, CPE. Les espaces sont utilisés pour les réunions des éco-délégués. Et finalement, les élèves sont rendus bien plus autonomes sur le temps libre et bien plus acteurs en fait de ce temps-là. Alors un autre exemple de 3C, mais là qui a été conçu comme ça, puisque c'est au Collège Innovant Pierre-Emmanuel de Pau. Donc vous avez les liens, je vous invite à aller voir. Donc la vidéo YouTube, c'est une vidéo qui présente vraiment toute la mise en place de ce 3C. Et puis là, vous avez une présentation avec une petite vidéo qui permet de voir, même si elle est un peu rapide, l'espace. Et où on voit les différentes zones avec des coins plus silencieux, le coin lecture, des zones de travail individuelles, des espaces qui sont modulables, adaptables à une classe entière ou des petits groupes suivant les cas. Donc, je vous invite à aller voir. Vous voyez une photo ici de l'intérieur du CDI, de ce 3C en fait au niveau de ce collège. Donc c'est quelque chose pour l'instant en termes de projet qu'on n'a pas vu forcément énormément, mais qui peut être intéressant en termes d'aménagement des espaces. Et donc là, on vous invite, parce qu'on arrive doucement sur la fin, là, on est un petit peu en retard d'ailleurs, si vous voulez vous lancer, 2 sites que vous pouvez consulter. Donc d'abord Innovatech, donc vous pouvez joindre depuis votre portail Arena. Vous allez y retrouver ici tout un tas de projets qui ont été déposés par les équipes porteuses. Et c'est vrai qu'avec une recherche ciblée sur la cour de récréation, la salle flexible par exemple, vous allez trouver tout un tas de projets inspirants. Et puis après Archiclass, ça va vous permettre de passer plus à être un peu plus opérationnel, puisque là vous allez trouver à la fois des projets, mais aussi des boîtes à outils pour vous aider à construire vos projets, les dessiner tout simplement, voir quels sont les interlocuteurs et les partenaires que vous pouvez associer à votre projet. Et vraiment, ça va pouvoir vous permettre de construire votre projet de A à Z. Et c'est vrai qu'on retrouve pas mal d'outils assez utiles. Ah, le micro, Stéphanie. Heureusement qu'on a les caméras pour voir qu'on est en train de parler dans le vide. Donc un autre élément important de l'actualité, c'est une grande consultation qui a été mise en place, que je vous invite à aller faire, qui s'appelle Bâtir l'école ensemble, où en fait vous pouvez répondre à une enquête. Mais ça va bien plus loin que ça. Alors l'enquête, c'est du 22 février au 8 avril, puisqu'en fait, vous pouvez déposer vos idées dans la boîte à idées, mais vous avez aussi des kits pédagogiques qui vous permettent de travailler avec les élèves sur ces histoires d'espace scolaire. Il y a un kit spécial pour les écoles primaires et il y a un kit spécial pour le secondaire avec des activités à mettre en place avec les élèves. Donc c'est vraiment une consultation qui va dans le sens de cette thématique et de voir comment on peut réaménager les espaces pour développer le bien-être dans nos établissements scolaires. Donc je vous invite à aller voir cette consultation, à aller voir les éléments qu'il y a et puis voir déjà les idées qui ont pu être déposées là-dessus. Donc rapidement, pour finir, donc on avait parlé au tout début qu'on ne pouvait pas aborder tous les sujets. Donc un projet de réaménagement de toilettes au collège François Mauriac de Léognan. Donc c'est un article qui en parle, puisqu'ils ont décidé d'avoir des toilettes mixtes sur tout le collège. Donc pourquoi ce choix a été fait et puis qu'est-ce que ça implique aussi au niveau des établissements. Et c'est quelque chose qui commence à se développer en fait au niveau de la Gironde. Donc article que vous pouvez consulter et puis une bibliographie, cytographie sur un certain nombre d'éléments qu'on a pu vous présenter ici, puis éventuellement pour aller un petit peu plus loin avec des podcasts. Donc tout ça vous le retrouverez aussi sur le site de la Cardi.
Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de temps pour les questions. On arrive à la fin, hein, mais si certains ont un petit peu de temps, on peut être disponible pour répondre à vos questions ou si vous avez des commentaires à faire, des remarques. Est-ce que ça correspond au projet que certains ont en cours? Est-ce que ça vous a donné des idées? Juste avant la question, Stéphanie, je te coupe. J'ai mis dans le chat les liens de 3 textes en référence avec la question de Marie-Pierre tout à l'heure sur la responsabilité en second et premier degré. D'accord. Dans le chat, vous avez des liens avec les différents textes. Et de toutes les façons, il va de soi que lorsque l'enfant est confié à un établissement ou à un endroit, l'enseignant devient responsable de cet enfant jusqu'à ce que les parents le récupèrent. Ça, c'est le texte juridique. Ouais, voilà, c'était pour la précision. D'accord. Et éventuellement, vous pouvez sauvegarder le chat avec les 3 petits points qui sont en haut si vous voulez conserver les liens, si vous n'avez pas eu le temps de les récupérer. Alors, j'ai pas connaissance de texte qui bride là-dessus et parmi mes échanges avec les établissements qui les ont mis en place, on m'en a jamais parlé. Après, au besoin, n'hésitez pas à me contacter parce qu'on peut vous mettre en relation avec des écoles qui ont démarré les projets. On va essayer de mettre ça en place au niveau du groupe du travail pour que des équipes qui se sont lancées puissent rencontrer des équipes qui souhaitent se lancer peut-être et donner des idées, des tuyaux là-dessus. Mais voilà, j'ai pas de connaissances de textes qui sont. C'est vrai qu'on est toujours très attentif, la sécurité et tout, mais a priori, j'ai pas. Les ballons sont utilisés par plein de monde et j'ai jamais entendu de soucis ou de problèmes avec. Voilà. Merci pour la question. Oui, alors après, certains démarrent aussi avec du matériel de récupération. Hein, quelqu'un qui a peut-être chez lui des chaises hautes dont il se sert plus ou des ballons, bah, c'est des ballons type ballon de yoga ou autre. On peut aussi éventuellement, Michael l'a dit tout à l'heure pour sa salle de classe, c'était les agents qui avaient fait les tables. Voilà, on peut aussi démarrer peut-être avec de la récupération et des matériaux recyclables. Mais c'est vrai que si c'est dans un catalogue de collectivité, c'est sans doute qu'il n'y a pas de problème. Ah oui, là, il n'y a pas de risque. Avec ça. Bon, d'ailleurs, un bon ballon pour s'asseoir, c'est 8 € chez Decathlon. À mon avis, c'est un peu plus cher dans un catalogue de collectivité, mais bon. Je dis ça. Alors apparemment, certains s'en servent lors des visios et ça produit un mouvement qui peut être fatigant pour ceux qui sont en face. Réaction de formateur l'autre jour quand on en a parlé. Après, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier pour votre participation. Vous pourrez retrouver l'enregistrement sur le site de la CARDI. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à déposer des projets qui vont sur cette thématique. Éventuellement, on pourra vous accompagner pour la mise en place. Et puis, s'il y en a qui souhaitent continuer à poser des questions, on reste encore là. Sinon, bonne soirée à tous. Alors, des assises qui ne sont pas adaptées pour les élèves? Je pense qu'en fait, d'eux-mêmes, si c'est pas adapté, ils vont changer de posture. Justement, l'idée de la classe flexible, c'est que l'élève puisse changer de position sans forcément avoir à demander l'autorisation. S'il n'est pas bien dans une position, il va se mettre dans une autre position et ça devrait... voilà. J'ai tous les jours des exemples, moi, de mes élèves qui ne veulent pas être sur les chaises mobiles, par exemple, et qui veulent une chaise traditionnelle avec une table traditionnelle avec de l'espace. Donc, c'est plutôt à eux de faire le choix. Donc, d'où l'idée, effectivement, d'avoir un choix à leur donner. Au contraire, moi, j'avais des élèves qui préféraient être debout pour travailler, et, voilà, parce qu'ils se sentent mieux. Merci pour vos commentaires, c'était avec plaisir. Oui. Merci à tous. Ah oui, tout à fait. C'est justement pour ces élèves-là qu'on a le plus besoin de flexibilité, de pouvoir bouger, changer de position.
c'est sûr. On oublie souvent que les mettre 6 heures dans une salle de cours, c'est compliqué pour certains. Déjà pour nous, hein, quand on est 6 heures en formation assis, c'est compliqué pour nous aussi. Hein. Et eux, parfois, sont 8 heures assis en cours. Hein. Merci à tous. Bonne fin de soirée.